partir. S'il y a un vote de plus de 50 qu'est-ce qui se passe au moment, le jour après? Nous autres, on ne veut pas que ce soit un trou noir pour le Canada. Alors, on propose évidemment un plan A pour que le Québec reste, mais aussi, je pense qu'il est important de s'assurer qu'on sait qu'est-ce qui va se passer s'il arrive quelque chose d'impensable. Maintenant, il reste en fait le pratico-pratique de cette élection-là. Est-ce que vous avez déjà commencé à chercher des candidats? Est-ce que vous en avez installé des candidats déjà? Comment ça se passe de ce côté-là? Oui, on a eu notre première investiture il y a environ 2 semaines. On a eu 1000 personnes qui se sont présentées à Owen Sound. On a eu notre premier candidat qui a été élu et choisi à Owen Sound. Il y en a peut-être 2-3 autres qui se passent dans les 2 prochaines semaines. Alors, les investitures commencent déjà. Puis je crois aussi, une autre chose qui est très importante pour la plateforme électorale, c'est que si on compare avec le gouvernement des libéraux leur plan économique, une famille de 4 avec peut-être une personne qui travaille vont sauver 89 des impôts avec la plateforme du Parti réformiste qu'on retrouve dans ce document. Alors on va vous laisser vous promener avec votre plateforme, mais on va vous souhaiter bonne chance. Là-dessus, on vous remercie beaucoup, Mme Meuse. Je vous remercie de votre chance. Merci. Au revoir. Non, le Québec n'est pas devenu souverain en 1995. Un an plus tard, le paysage politique du pays a changé. La situation économique aussi. Chômage, déficit et finances publiques sont aujourd'hui les grandes questions à débattre. Une émission spéciale sur les enjeux présents et à venir, animée par Geneviève Asselin en compagnie de Jean Bédard et Daniel Lessard. Il y a un an, le référendum, le 27 octobre sur RDI. Quand vous n'avez pas le temps ou le goût de vous alimenter sainement, Phytobec est un bon supplément contenant les vitamines et minéraux essentiels à votre santé. Parce que la vie mérite toujours d'être mieux vécue. Mais de gagner un triomphe et surtout la PME de l'année nous a permis d'avoir une couverture publicitaire très importante pendant un an. Ça nous a aussi permis de montrer à notre clientèle le sérieux de notre entreprise. Mon équipe et moi sommes très fiers d'avoir gagné la PME de l'année et je vous suggère fortement de vous inscrire pour gagner un des 7 triomphes. Ne manquez pas la soirée de remise des triomphes de la PME à la Bourse de Montréal le 27 février prochain. Quand vous n'avez pas le temps ou le goût de vous alimenter sainement, Phytobec est un bon supplément contenant les vitamines et minéraux essentiels à votre santé. Parce que la vie mérite toujours d'être mieux vécue. Loulou est tellement folle de la nouvelle Jetta de Phil qu'elle n'endort pas la nuit. Elle est folle de la structure allemande hautement sécuritaire, du volant qui absorbe les chocs, des 2 sacs gonflables. À ce prix-là, la Jetta, on serait fou de s'en passer. Je suis prête à te repasser 2 chemises contre un tour de Jetta. Non! Et à Toronto, en fin de semaine, c'était le Salon du Livre. C'est donc l'occasion en or pour les francophones de la région d'aller bouquiner. Car à Toronto, comme vous le savez, il est très difficile de se procurer des livres en français. Le Salon du Livre permet aussi aux auteurs franco-ontariens de se faire connaître. Et pour faire le point sur toute cette édition française en Ontario, notre collègue Daniel Bouchard s'est entretenu avec Denise Truax, qui est directrice générale de la maison d'édition Prise de Parole, et aussi avec Paul-François Sylvestre, un auteur qui est aussi directeur et rédacteur aux éditions L'Interligne. Alors, on se pose souvent la question, mais en même temps, comme les choses évoluent, je vous pose à nouveau la question à tous les deux. Comment se porte l'industrie du livre actuellement en Ontario français? Madame Truax, d'abord. En fait, je vais vous donner une réponse qui est un petit peu partagée parce que dans un sens, je trouve que l'édition s'est jamais mieux portée. Je pense que ça, tout le monde va le partager. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de livres, on n'a jamais eu autant d'auteurs. La maturité et l'excellence de l'écriture ainsi que la différenciation des genres n'a jamais été, je pense, aussi importante et aussi bien portante.
Je pense que là, la difficulté qui reste, en fait, c'est une difficulté de notoriété de ces auteurs-là. Comment on fait pour les faire connaître chez nous, où il n'y a pas beaucoup de médias et où il n'y a pas non plus beaucoup de points de vente, et au Québec et à l'étranger. Je pense que ça reste quand même le problème le plus important, alors que l'édition et le livre lui-même, la création, en tant que telle, ne s'est jamais mieux portée. Et en fait, c'est extrêmement passionnant ce qui s'écrit présentement. Vous nous parlez en fait de survie de l'industrie du livre et vous ne nous avez pas parlé de subventions. Monsieur Sylvestre, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Mme Truax? Bien, je pense qu'on peut certainement être clair sur le fait qu'il y a une production très active. Je me souviens, moi, il y a quelques années, à la revue Liaison, lorsqu'on voulait savoir qu'est-ce qui se produisait chez les auteurs franco-ontariens, on consultait le catalogue ou les nouveautés de 2, 3, 4 maisons d'édition au plus. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que les auteurs publient chez ces mêmes maisons-là, chez de nouvelles maisons, et aussi, ce qui est très intéressant, ce que les auteurs franco-ontariens publient dans les maisons d'édition québécoises. Parce que nos auteurs se retrouvent chez Boréal, chez Mediapol, chez Triptyque, il y a plusieurs auteurs qui vont à d'autres maisons. Il y a des coéditions qui se font aussi entre éditeurs franco-ontariens et québécois. Donc, ce sont d'autres signes de cette vitalité. Et on va y revenir justement à cette question d'échange entre les provinces. Mais d'abord, lorsque le nouveau, justement, premier ministre de l'Ontario, Mike Harris, dit que l'industrie du livre, c'est une industrie comme les autres, et il n'est pas question de la subventionner plus que les autres. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Madame Truax, d'abord. Bien, en fait, ça, c'est une question qui est toujours assez difficile. On sait que dans le cinéma, c'est la même affaire. C'est-à-dire que ce qui se vend dans le cinéma, ce qui fait de l'argent, c'est ce qui est éminemment commercial. Donc, c'est l'entertainment dans son sens le plus complet. Mais en fait, je pense que de faire un cinéma de qualité, de faire un cinéma qui est plus difficile et plus engageant, ça va toujours besoin d'être appuyé. C'est la même chose en littérature. Je pense qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui vont avoir des succès commerciaux tout à fait importants. Mais il y a toujours une littérature qu'on devra appuyer, une création qu'on devra appuyer, qui, elle, ne fera pas nécessairement de l'argent en partant. Mais c'est important, ça, c'est important pour qu'il continue à y avoir des créateurs. Donc, j'ai de la difficulté à souscrire à ce type de commentaires-là. Je pense que la culture, globalement, c'est une des industries les plus importantes au Canada, qui génère non pas seulement l'argent, par exemple, qu'on fait en faisant un livre et en le vendant, mais qui génère beaucoup d'argent dans le milieu et qui nourrit aussi le tourisme. Et ça, il y a des tonnes d'études, je n'ai pas les chiffres en tête, mais des tonnes d'études qui ont été faites là-dessus. Et on sait qu'en appuyant cette industrie-là, c'est un petit investissement, on ne parlera pas juste de subvention. Admettons que ça pourrait être un investissement du gouvernement qui rapporte énormément par ailleurs. Monsieur Sylvestre, on parle beaucoup donc de l'industrie du livre en Ontario, mais on dit souvent que dans l'industrie du livre, les frontières, en fait, ce sont des frontières fictives. Comment ça se passe au niveau des relations avec les autres provinces? Est-ce que le fait que vous ayez un territoire précis, ça vous avantage ou vous désavantage? Bien, je pense qu'il n'y a pas nécessairement un territoire précis dans ce sens qu'on se dit les maisons d'édition franco-ontariennes publient des livres pour être distribués en Ontario. Nos livres sont distribués sur un territoire qui est beaucoup plus vaste. Les maisons d'édition participent à plusieurs salons, dont celui de Montréal, celui de Québec, celui de Hall. Les livres sont distribués chez des libraires à Chicoutimi, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, Montréal. Et à ce niveau-là, est-ce que justement vos produits sont bien acceptés, M. Sylvestre, à l'extérieur, ou s'il y a encore des frontières? Bien, il y a certaines frontières dans ce sens qu'un nouvel auteur, un nouveau poète qui sort un premier recueil, une nouvelle romancière qui publie son premier titre, a beaucoup de difficultés à percer le marché québécois, mais peut-être pas plus de difficultés qu'une nouvelle romancière du Témiscamingue. Par contre, il y a d'autres auteurs qui, à force de revenir à tous les 2 ans avec des valeurs sûres, des romans, des recueils de nouvelles bien construits, réussissent à se faire un nom et graduellement, ces titres-là et ces noms-là circulent beaucoup plus facilement. Je sais, oui, que pour toute maison d'édition, un marché important, c'est celui des écoles. Est-ce que vos relations ont changé au cours des années, surtout là, avec justement l'arrivée de nouveaux immigrants? Est-ce que ça a changé la dynamique par rapport aux produits qu'on offre dans les écoles? Madame Truax. Bien, en fait, je pense que les écoles elles-mêmes ont beaucoup changé, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup...
Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire que les écoles fonctionnent avec des manuels scolaires, alors que la plupart des éditeurs canadiens et français font de la littérature. On fait très peu de manuels scolaires. Il y a été un temps dans les écoles où on achetait, par exemple, un de nos ouvrages qui s'est beaucoup vendu, le roman La vengeance de l'orignal, mais comme ça a graduellement disparu, ça, des classes, les ouvrages uniques, les romans qu'on lisait d'un bout à l'autre, et que ça a été remplacé par des manuels où on faisait faire l'apprentissage des lettres, de la correspondance et de tout ça, c'est sûr que notre marché, par rapport aux écoles, c'est restreint. Ça ne veut pas dire qu'on ne vend pas dans les bibliothèques et autrement, mais c'est plus le marché que ça a déjà été. Et en plus de ça, comme les budgets aussi ont beaucoup diminué, c'est un marché dans lequel il est beaucoup, beaucoup plus difficile de vendre. Il nous reste à peine quelques secondes. J'aimerais quand même vous entendre là-dessus. Comment le Salon du livre de Toronto, à travers sa spécificité, justement, peut vous aider? Monsieur Sylvestre, d'abord. Bien, je pense que ça nous permet de rencontrer des clients qu'on ne côtoie pas. Je pense à une personne qui est passée il y a à peine une heure à notre stand, qui achetait des livres pour le Collège des Grands Lacs. C'est un client, ça, que nous ne rencontrons pas au Salon de Hall ou dans notre milieu plus régional à Ottawa. Il y a des ministères aussi qui sont très nombreux à Toronto. Donc, il y a certains ouvrages qui peuvent intéresser cette clientèle-là. Donc, le Salon du livre de Toronto nous rapproche d'un public différent de celui de Hall ou différent de celui qu'on peut retrouver dans les librairies. Madame Truax, est-ce que la réalité est la même pour vous dans le nord de l'Ontario? En fait, moi, je pense qu'on trouve ça... Le salon a son importance parce qu'entre autres, il met un focus sur la littérature pendant 4-5 jours de temps. Et un focus qui est tout à fait nécessaire. Il faut comprendre qu'en Ontario, où il n'y a pas assez de librairies, où il n'y a pas assez de points de vente, que ce soit pour mes livres ou les livres d'ailleurs, je pense qu'on en parle pendant 4-5 jours de temps à partir de Toronto et que ça se répercute aux 4 coins de la province. Je pense que c'est tout à fait essentiel et il n'y en a pas assez de ça. Eh bien, Madame Truax et Monsieur Sylvestre, je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Parlons maintenant de Sciences Nord à Sudbury, une des plus importantes attractions touristiques du nord de l'Ontario. Eh bien, Sciences Nord, c'est un centre, comme on le sait, de découverte avec des expositions scientifiques, un théâtre et un cinéma IMAX. Eh bien, Sciences Nord vient de se lancer dans une campagne de financement. Elle veut se faire un cadeau. Elle a donc envie de se doter d'un simulateur qui va permettre les voyages virtuels. On écoute le reportage que nous a préparé Gary Harpin. Jadis, c'était par le Big Nickel qu'on identifiait la région de Sudbury. Mais de plus en plus, Sciences Nord vient gruger la notoriété du vieil icône de cette ville minière. Sciences Nord, avec ses grottes, ses expositions interactives et son cinéma IMAX, est un véritable dynamo éducatif et touristique pour la région. Ce matin, on s'y est réunis pour lancer une campagne de financement pour aller chercher 1 million de dollars dans le but de doter Sciences Nord d'un simulateur de mouvement permettant de faire des voyages virtuels. Ce simulateur, 5e en son genre au Canada, sera constitué de 2 plateformes qui bougent en synchronisme avec l'action projetée sur un écran géant. Ce projet qui unit expérience éducative et nouvelles technologies du divertissement va coûter 2,5 millions de dollars. Et en dépit du coût, on croit qu'il sera générateur de revenus. C'est une manière aussi d'avoir d'autres argent pour Sciences Nord qu'on pourrait utiliser pour nos programmes scientifiques dans le centre des sciences. Le simulateur devrait être en place d'ici l'été prochain et on croit qu'il va attirer 110 000 personnes dès sa première année d'opération. Des retombées régionales non négligeables. It means that it creates jobs. Ce projet va créer des emplois, dit-il, au moment où le gouvernement se retire de beaucoup de domaines d'activité. On croit que ce simulateur va renchérir le statut de Sciences Nord en tant que destination touristique incontournable dans le nord ontarien. On espère que les voyages virtuels auront aussi des retombées réelles dans une région qui tente par tous les moyens de diversifier son économie. Gary Harpin, à Sudbury.